Il n'y a pas de questions? Allô? Allô? Oui, monsieur, on vous entend, il n'y a pas de question. Je dois augmenter mon volume. OK. Alors, OK, donc vous n'avez pas de questions. Alors, je vais vous présenter alors un peu donc, la convergence asymptotique. Donc, la loi des grands nombres, le théorème de Slotsky, le théorème central limite. Et puis, je vais vous montrer donc la convergence de bêta, donc une analyse asymptotique sur bêta chapeau. On va voir si bêta chapeau converge et puis trouver la loi asymptotique. OK, on va faire ça. Ce qui est sûr, ce n'est pas tant que tel refaire le cours encore, mais vous revisitez une deuxième fois et fixer les idées, parce que quand les idées sont fixées, c'est plus facile de pouvoir réfléchir soi-même aussi. Donc, je ne sais pas ce que vous n'avez pas compris dans le cours, mais bon, au fur et à mesure que je vais avancer, vous pouvez me stopper et puis me poser les questions. Donc, ceux qui vont choisir en même temps ECO 8620, bon, dans ce cours, je ne fais pas beaucoup de labs parce que la majorité des choses, vous les avez déjà vues, les bases, donc c'est essentiellement ça. Donc, une fois qu'on aura fait ça, dans ECO 8620, si vous êtes avec Douglas, il va falloir que c'est la même chose que vous allez refaire, donc il faut comprendre d'abord ces analyses-là. Et c'est ça. Donc, c'est quoi la loi des grands nombres? La loi des grands nombres dit que on peut toujours approximer n'importe quelle loi, ok, tant que l'échantillon est assez grand par une loi normale. C'est-à-dire que la moyenne, non, la loi des grands nombres, c'est pas la loi des grands nombres, ce n'est pas une approximation à une loi normale, mais plutôt que la moyenne et l'espérance sont pareilles. Ok? C'est quoi déjà ça? Monsieur, Oui, voilà, c'est ça. Oui, posez votre question. pour la loi des grands nombres, le prof a dit que c'est une loi qui dit que c'est une loi qui s'applique lorsqu'une certaine séquence converge en loi de probabilité vers une certaine limite. C'est ça la définition qu'il a donnée, mais dans les explications, on ne trouve aucun calcul de limite. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire quoi vers une certaine limite. Bon, une certaine limite, c'est quand même bizarre, cette définition. La loi des grands nombres, c'est que si vous prenez des lois qui sont identiquement distribuées et suivent une loi donnée, peu importe leur loi, tant qu'elles sont indépendantes, ils sont identiques, c'est que la moyenne va suivre, enfin, la moyenne va converger vers l'espérance. En fait, ça compte. Exactement, c'est ça ce qui a dit. C'est ça l'explication, c'est que l'espérance des Z, La l'espérance des moyenne, ZT est égale à mu qui est la moyenne. c'est ça. Alors, en quoi ça consiste? Supposez que vous avez dans le cours ECO 8600, ok, on suppose que la note, ok, on va considérer la note des étudiants et on constate que la note des étudiants suit une loi normale, ok, de moyenne 70 et écart type 10, ok, on va le dire comme ça. Donc, et on a constaté ça. Ça, c'est de manière théorique. On a eu à estimer de manière théorique, on a vu, OK, ça suit une loi normale de moyenne 70. OK? Alors, ce qui va se passer, c'est que ça, c'est un fait qu'on connaît déjà. Maintenant, on va prendre votre classe, par exemple. OK, je ne sais pas combien vous êtes, mais ça doit peut-être 20. Vous êtes à peu près 20. Alors, on veut voir quelle est votre moyenne sans corriger les copies, sans corriger les copies. On veut regarder la moyenne, okay, de la classe automne 2020, ECO 1600. On veut regarder la moyenne. Alors, c'est-à-dire 1 sur T, somme des ZT. Donc, ZT sont les notes de chaque étudiant. Okay? Donc, quand on calcule cette moyenne,
vu que vous êtes 20, donc T, c'est 20. Alors, on ne peut pas dire que 1 sur T, somme des Z, T égale, va donner 70. On ne peut pas conclure en fait que votre note, la moyenne de votre classe aussi sera 70. Quoique, on sait que la note de chaque étudiant a pour moyenne 70. La note de chaque étudiant tourne en moyenne autour de 70. Mais on ne peut pas conclure tout de suite que vous, cette moyenne-là, va donner 70 aussi, à condition que le nombre d'étudiants soit assez grand, le nombre d'étudiants qu'on considère soit assez grand. Si c'est grand, là, on peut dire, OK, oui, bon, les plus petits peuvent être compensés par donc, les plus grands. Et puis, parce que là, quand on va prendre les notes, peut-être certains auront 60, certains auront 65, certains auront 90, certains auront 80. Alors qu'on va faire la moyenne, donc de 20 étudiants, on n'est pas sûr que ça va donner 70. Mais quand on va vers 1000 étudiants, ben oui, la loi des grands nombres dit que quand t tend vers l'infini, quand t devient assez grand, la moyenne empirique est égale à l'espérance. Monsieur, cette moyenne, c'est une moyenne historique que vous avez supposée? C'est une moyenne empirique. Non, qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Ça, c'est empirique. Ça, c'est théorique. Vous avez dit sans connaître les notes des étudiants hein, d'avance. Oui, je veux dire, c'est-à-dire sans connaître les notes des étudiants, on dit que ça, c'est-à-dire que les notes des étudiants, on sait que si ils sont assez grands, le nombre d'étudiants est assez grand, la moyenne va donner effectivement ce qu'on connaît de manière théorique, enfin, sur la loi de chaque étudiant. C'est-à-dire qu'avant que la session ne termine, on peut dire quelle serait la moyenne de la classe. Mais la moyenne qu'on a supposée, elle vient d'où? Comment on sait que c'est Ouais, 70? Ça vient vraiment de, comment je veux dire, supposer que, si je prends un autre exemple, hein, c'est la taille la taille des êtres humains. Okay? On sait à peu près que la taille d'un homme a pour moyenne 1,70 m, je le dis comme ça, bon, ou bien 1,75 m, avec comme écart type 5 cm. Donc, c'est un fait connu, OK, par expérience, ou bien... Ça veut dire que c'est historique. Oui. C'est une information historique, c'est ça? Oui, oui, oui. Ça, okay. C'est quelque chose c'est par expérience qu'on a pu obtenir ça. D'accord. On a pu obtenir ça. Mais celui-ci, c'est qu'on prend maintenant un groupe de personnes. C'est-à-dire que c'est pas... On prend un groupe de personnes restreint. OK? Supposez que vous prenez 5 personnes et vous voulez calculer la moyenne de leur taille. Vous ne pouvez pas conclure que la moyenne de leur taille aussi va être à peu près 1,70 m. Parce que l'échantillon est assez petit. Il se pourrait que vous avez pris juste des gens qui sont de taille petite, de petite taille. Oui. Leur moyenne va être peut-être 1,6. Ou si vous avez pris des gens de grande taille, peut-être leur moyenne sera 1,8. Mais par contre, si vous prenez un grand nombre de personnes, je ne sais pas, toute la population de Montréal, par exemple, là, on peut dire que, OK, la taille moyenne donc, de Montréal aussi va être représentative de ces 1,10 là, qui est la moyenne historique qu'on a, une idée qu'on a un peu sur la moyenne des hommes. Vous voyez? Donc, c'est vraiment la taille qui joue. Donc, quand on met cette flèche-là, ça veut dire que ça converge. Donc, ça veut dire que quand T devient grand, bon, on devrait mettre T en bas, T tend vers l'infini. Donc, quand T devient grand, la moyenne empirique, donc sur un échantillon, va converger vers l'espérance, ou bien cette valeur-là qui est déjà connue, prédéfinie par une loi de distribution. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu ça aussi. Et souvent, c'est ce qu'on utilise beaucoup dans la vie, dans les assurances, dans les banques. Vu qu'il y a beaucoup de clients, tout le monde ne va pas venir retirer je sais pas, c'est cash
le même jour. Donc, il y en a qui vont retirer beaucoup, il y en a qui ne vont pas du tout retirer, il y en a qui vont retirer peu. Donc, l'ensemble des retraits, la moyenne des retraits va toujours être équilibrée. C'est-à-dire que les plus grands retraits vont être compensés par les retraits les plus faibles, de telle sorte qu'il y aura une stabilisation. Donc, la banque peut toujours mettre donc, dans le guichet automatique un montant donné fixe, en ayant toujours confiance que il y en a qui ne vont pas retirer, d'autres vont retirer, et donc ça va se stabiliser. Tout comme donc, au niveau de l'assurance, il y en a qui vont faire de l'accident, donc la banque va dépenser pour pouvoir couvrir donc, les pertes. Il y a d'autres qui vont cotiser la prime, mais qui ne vont pas du tout bénéficier de cette assurance. Donc, les pertes vont être compensées par les gains, donc il y a une stabilisation. Donc, c'est une loi qui est beaucoup utilisée dans un domaine de risque ou bien d'aléatoire. Quand il y a un phénomène aléatoire qui se présente, c'est beaucoup utilisé. OK? La loi des grands nombres. Donc, le principe, c'est ça. La moyenne empirique converge vers l'espérance. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le théorème, la loi des grands nombres? Donc, c'est ça en fait l'intuition, la loi des grands nombres. Donc, il y a un grand nombre d'individus, il y a un grand nombre d'observations, il y a un grand nombre de faits, il y a un grand nombre de choses. Donc, ça va se compenser. Okay? Parce que quand c'est grand, ben, c'est censé quand même regrouper un nombre assez grand aussi. Donc, voilà, il y a des pertes qui sont compensées par des gains et tout, ainsi de suite. Mais quand c'est petit, bon, dans ces cas, on ne peut pas conclure que la loi des grands nombres va marcher parce que on dirait la loi des petits nombres, mais la loi des petits nombres ne garantit pas une telle convergence parce que, voilà, vous êtes d'accord, si vous pointez dans ma maison, la taille moyenne ne serait pas représentative donc, de la taille moyenne dans tout le Canada. Par contre, si vous prenez peut-être dans tout le Québec, voilà, ça peut peut-être représenter. Donc, c'est ça. Alors, le deuxième, c'est le théorème central limite. Donc, c'est un fameux théorème, c'est TCL. C'est L. Alors, donc, c'est un théorème quand même qui est c'est un fameux théorème, okay, qui dit que, voilà, peu importe votre loi, vous voyez, ZT suit une loi qu'on ne connaît pas, de moyenne mu, donc de variance sigma, mais c'est une loi qui est indépendante, identiquement distribuée, c'est-à-dire que tous les ZT suivent la même loi. OK? Ce que le théorème central nous dit, c'est que quand vous prenez la moyenne de ces variables-là, elle va suivre une loi normale quand t devient grand. C'est quand même très, très fabuleux. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous voyez avec moi, mais on peut toujours normaliser toute chose en prenant la moyenne. OK? Donc, l'individu moyen est toujours normal. L'individu moyen est celui qui est normal. Tous ceux qui sont atypiques, c'est ceux qui s'écartent donc de la normale. Enfin, qu'est-ce que je raconte? De la moyenne. Tous ceux qui s'écartent de la moyenne sont anormaux. Donc, c'est seulement la moyenne est toujours normale. Vous voyez? C'est quelque chose quand même qui est fort. Je ne sais pas si vous le voyez avec moi, mais peu importe la loi, que ce soit un phénomène qui est hyper rare, que ce soit un phénomène de poisson, une loi de Bernoulli, une loi de Student, n'importe quelle loi, quand vous prenez la moyenne et que T devient grand, ben cette moyenne va suivre une loi normale. OK? Donc, c'est pour ça que quand il y a un grand phénomène, on ne peut pas ignorer le phénomène de masse. Parce qu'une fois que ça devient un phénomène de masse, ça devient normal. Je ne sais pas si vous voyez un peu avec moi, mais tant que ça devient un phénomène de masse, on ne peut pas l'ignorer parce que ce n'est plus atypique. Okay? Maintenant, ceux qui s'écartent de cette moyenne, okay, c'est ceux qui sont atypiques. Et là, eux, ils vont continuer toujours à suivre leur loi, mais la moyenne va toujours être normale. La moyenne va suivre toujours une loi normale. Donc, prenez par exemple... Une question pour vous. Oui. Normal, 0, virgule, sigma. epsilon, sigma, c'est les matrices de variance-covariance?
Oui, c'est ça. Bon, si on enlevait le mu ici, on pouvait le mettre ici. Mhm. Je C'est veux ça. juste confirmer que c'est la matrice de variance covariance. Tout à On fait. peut-tu la diviser par la Ouais, racine carrée pour qu'elle soit normale centrée réduite? ouais, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par quoi? Non, pour faire ça, si c'est un réel, oui. Si c'est réel, si c'est petit sigma carré, oui, là, vous pouvez le diviser par sigma ici, ça fait. Mais comme c'est une matrice, pour que ici devienne I, là, il faut multiplier par euh, sigma demi et sigma, c'est quoi déjà là? Il faut multiplier par sigma moins 1 demi, non? Vous vous rappelez? Parce que si, excusez-moi, Oui, parce que c'est une matrice et non pas exact, juste exactement, un scalaire. parce D'accord. que vous l'avez vu. OK. Donc, ouais, c'est ça, vous l'avez vu. Donc, si on multiplie donc, par quelque chose, par la matrice, par la normale, pour les autres que j'écris, hein, je sais que tu as vu ce que je veux dire. Donc, quelque chose comme ça, par A, c'est que le A va rentrer, ça va devenir A' sigma A. Du coup, pour que ça puisse partir, il faut que ça soit peut-être sigma moins demi, comme ça, et fois sigma demi. Ça dit que le A doit être sigma moins demi, sigma moins demi. De sorte que ça fois ça, ça va vous donner sigma, bon, ça, euh, sigma moins demi, pardon. Ah, c'est sigma moins demi. Donc ça fois ça, ça va vous donner sigma demi fois sigma moins demi, ça va vous donner I maintenant. Donc vous pouvez le multiplier par sigma moins demi. Est-ce que, non, vous n'avez pas encore fait le moins carré généralisé, hein? Est-ce que vous avez fait le moins carré généralisé? Je ne sais pas. Ok, donc vous ne l'avez pas fait. Si vous ne savez pas, c'est que vous ne l'avez pas fait. Donc, quand vous allez arriver là-dessus, vous allez vous rendre compte comment est-ce qu'on fait les moins carrés généralisés. Vous allez multiplier par une matrice comme ça. Donc, c'est parfait. On peut le faire, comme vous l'avez dit, euh, seulement que on le multiplie par sigma moins 1 demi. Mais de manière générale, on laisse comme ça pour ne pas se compliquer la vie. Alors, donc, la formule, c'est ça. Mais si mu égale à 0, alors on aurait ça. OK. Dans le fond, ouais. Ouais. Donc, non, il n'y a pas le développement. Donc, c'est quelque chose à retenir. Bon, vu que vous allez faire l'examen à la maison, vous n'aurez pas beaucoup mémorisé des choses, mais il faut savoir retrouver, enfin, il faut savoir trouver ce dont vous avez besoin, même dans votre cours. Mais si vous ne le connaissez pas d'avance, vous aurez du mal à aller retrouver ces formules pendant l'examen si vous ne le connaissez pas d'avance. Donc, au moins, avoir une idée quand même claire et précise de cette formule-là. Donc, c'est 1 sur racine de t sigma zt moins mu tend vers une loi normale 0 sigma. Parce que, bon, la valence ne va pas changer parce que c'est une moyenne qu'on a faite. En fait, simplement parce que on aurait pu faire... bon, mon inquiétude, en fait, c'était la racine, quoi. Je me dis, bon, vous devez vous poser la question sur la racine de t. Et c'est pour ça que j'étais un peu dubitatif. Bon, allons-y. C'est mieux de clarifier les choses. Donc, vous voyez, c'est 1 sur racine de t. Dans le fond, normalement, c'est la moyenne. Okay? C'est la moyenne, normalement. Ça, par exemple, qu'on devrait dire que ça tend vers une loi normale. Okay? Maintenant, on doit calculer sa loi. On sait que zt suit une loi de moyenne mu. Donc, tout ceci, sa moyenne serait aussi mu, n'est-ce pas? Et on sait que zt est de variance sigma. Okay? Donc, la variance de la somme serait la somme des variances. OK? C'est-à-dire, si vous prenez la variance de tout ça,
Bon, je vais être gentil. Variance de tout ça. On va faire ZT. Oups. Somme des ZT. Ça va faire 1 sur T carré. Donc, vous voyez, c'est la raison pour laquelle vous allez voir pourquoi on a mis racine de T. Ça va faire 1 sur T carré. Donc, somme des variances des ZT. Donc, écoutez, ne confondez pas sigma avec sigma. Ce sigma, c'est la somme. Ce sigma, c'est la variance. Donc, ça va faire T fois sigma. OK? Donc, ce qui fait que ça va faire sigma sur T. Vous voyez? Alors, normalement, ici, on devrait mettre sigma sur T. OK? Mais c'est pas beau. Donc, ce qu'on fait d'avance, on met racine de T ici. Monsieur? Oui. T fois sigma, ça veut dire T fois sigma, c'est ça. Vous avez, comme si vous avez fait l'addition de toutes les variances. Ici, c'est l'addition de toutes les variances, donc ça va faire T fois, donc ça va faire T fois okay. sigma. OK. Divisé par T carré, donc il va rester un T en bas, donc ça fait sigma sur T, donc la variance sur T. Et donc pour éviter ça, c'est comme donc on met racine de T ici d'avance. Bien, comment je vais dire, ou bien on multiplie par racine de T. Ok, c'est mieux comme ça. C'est-à-dire qu'on multiplie tout ça par racine de T. Vous allez voir que quand vous multipliez par racine de T, ça devient T à l'intérieur. Donc, ce T là va se simplifier à l'intérieur ici. Donc, il va rester donc le sigma. Donc, vous voyez. Et le mu va être multiplié aussi par racine de T. Vous êtes d'accord? Alors, vous êtes d'accord avec moi? Alors, si on le ramène ici, est-ce que je ne sais pas si vous me suivez bien. Ou bien le 1 sur T carré, il vient d'où? Oui, d'accord. Donc, je retourne. Le 1 sur T carré. Ici, parce que c'est la variance, quand c'est un réel, donc si ce réel sort de la variance, il doit être au carré. Ah, il sort au carré, oui, c'est bon. Ah oui, c'est bon. C'est ça. Donc, ce qui fait que la variance de la moyenne, de cette moyenne, va être vraiment sigma sur T. Okay. J'explique un peu les fondements de ça pour ceux qui vont penser que, bon, pourquoi on n'a pas mis 1 sur T, mais racine de T, quoi. C'est juste pour convaincre. Ok. Bon, excusez-moi, mon côté mathématique qui sort. Sinon, vous pouvez quand même l'accepter comme ça et puis on avance sans démonstration. Alors, donc, la démonstration, je vous l'ai dit, on ne vous demandera pas. Okay. C'est juste que, bon, mais ça aide quand même à la compréhension. Voilà, c'est ça en fait. Ce que j'ai du mal à... de règles facilement. Ouais. Ok, c'est parfait. Donc, ce qui se passe, c'est que quand je parle de l'intuition, je vous disais que la moyenne va suivre une loi normale. Donc, c'est cette moyenne dès le départ qu'on va dire que, ok, elle suit une loi normale. Maintenant, c'est que quelle serait son espérance. Donc, l'espérance de ça, vous allez voir que le 1 sur T va sortir sans problème. L'espérance de cette somme, ça fait la somme des espérances. Et l'espérance de ZT, comme c'est mu, donc la somme des mu, ça va faire grand T fois mu, divisé par T, donc ça fait mu. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est au niveau de la variance que le problème se posait. Donc, quand je calcule la variance de tout ça, le 1 sur T va sortir, ça devient 1 sur T carré. Et la somme des variances, donc ça fait la variance, donc T fois, donc ça fait T fois sigma. OK? Donc, ce qui fait que ça fait sigma sur T. Et donc, on devrait mettre sigma sur T ici. OK? Mais quand T tend vers l'infini, vous voyez, quand T tend vers l'infini, le T ne va plus se retrouver encore donc, dans l'expression à l'infini. Donc, on anticipe ce fait qu'il ne faut pas que T se retrouve ici. Donc, on multiplie d'abord notre moyenne là par racine de T. Et donc, si on le multiplie par racine de T, c'est que la moyenne ici va être multipliée par racine de T et la variance va être multipliée par racine de T au carré, donc T. Ce qui fait que
la variance serait effectivement sigma. Et la moyenne serait racine de t fois mu. Mais lui, comme c'est un réel, on peut le faire sortir. D'accord? On peut le ramener ici sans problème. Bon, bien sûr, celui-ci, on peut le faire sortir, mais comme Francis, je pense, je pense que ça doit être Francis. Comme Francis l'a dit, ouais, c'est Francis, parce que je ne vais pas mélanger le nom de famille, il vaut mieux mettre Monsieur Denis. Donc, comme Francis l'a dit, si on multiplie par sigma moins un demi, là, on peut le faire sortir. Mais bon, ce n'est pas ce travail qu'on voulait faire. C'est ce mu-là qu'on veut faire sortir. Donc, il y avait une racine de t ici. Quand on le fait sortir, ça va faire moins racine de t fois mu. Et donc, il serait 0 ici. Voilà. Donc, vous voyez. Donc là, finalement, je vais réécrire ça. Ça donne 1 sur racine de t fois somme des zt, ok, moins racine de t fois mu converge vers une loi normale 0 sigma. Alors, ce qui se passe, c'est que ce truc-là, vous voyez, je vais le réécrire et puis on va vérifier ça ensemble. Je fais 1 sur racine de t. Je vais enlever cette parenthèse. Je vais mettre la somme. Donc, sur t allant en t, et puis je vais mettre la parenthèse zt moins mu converge vers une loi normale 0 sigma. Alors, ce que je voulais que vous vérifiez, c'est que cette expression est la même chose que celle-là. Parce qu'en fait, quand vous développez, vous allez voir que somme des zt fois ça, ça va faire ça. Maintenant, la somme des mu, si vous développez pour les mu, la somme des mu, ça donne t fois mu. Exactement. Multiplié par... ça simplifie par la racine de t. Exactement. Donc, ça donne racine de t fois mu. C'est ça. Donc, c'est cette formule-là, en fait, qui vous a mis. Et pourquoi je fais tout ce développement, c'est pour dire que ça, c'est toujours la même chose que dire que la moyenne aussi converge vers une loi normale. Okay? Donc, l'intuition et la formule qu'on vous a mis ne sont pas opposées. Okay? Donc, je vais vous poser encore la formule. Donc, la formule est ici. 1 sur racine de t, la somme des zt moins mu converge vers une loi normale 0 mu. Ça revient toujours avec à dire que la moyenne des zt, okay, la moyenne des zt, c'est 1 sur t, ce n'est pas 1 sur racine de t. Quoi qu'on voit 1 sur racine de t ici, cette formule veut dire encore que la moyenne des zt, c'est-à-dire 1 sur t, somme des zt, converge vers une loi normale. Okay? Et donc, c'est ça l'intuition. Maintenant, si mu est nul, ben, vous aurez juste 1 sur racine de t, somme des zt, tend vers une loi normale 0, sigma. Ok. Donc, ça aussi, vous le gardez comme ça, vous le mémorisez. Bon, mémorisez ça. Et puis, lorsque mu égale à 0, bon, ça tombe, ça donne ça, mais gardez ça comme ça. 1 sur racine de t, somme des zt moins mu, converge vers 0 sigma. Voilà, normal 0 sigma. J'ai une question. Oui. Si on avait une expression avec la loi normale de moyenne 0 et la variance qui est sigma, si elle est divisée par un nombre réel, on ne peut pas sortir directement le nombre réel qui est dans le dénominateur avec une racine carrée. On ne peut pas le faire sortir directement. Celui-ci? Oui. Oui, on peut le faire sortir, oui. D'après la question de Francis, oui. On peut le faire sortir directement? Oui, si c'est un réel, par exemple. Parce qu'ici, on a supposé que les ZT, c'est une matrice de variance-covariance. Donc, parce que je vois que toute cette démonstration que vous avez faite, c'est à cause de la variance de sigma divisé par t. C'est 1 sur t, variance de sigma. Oui, effectivement. Merci bien. Est-ce qu'on n'aurait pas dû sortir directement le 1 sur t par 1 sur racine de t? Effectivement, c'est vrai. Ça dit que je vais l'écrire pour tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde voit, donc je vais l'écrire. C'est Walid? C'est qui me posait la question?
C'est moi, c'est Bilal. 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 Ok, Zaïd. Oui, Donc, euh, voilà, ce que Bilal dit, c'est que, vous voyez, ça, si on était vraiment dans un cadre donc, comme ça, où ZT n'était pas des vecteurs, ce sont des nombres réels, et donc ça converge vers quelque chose du genre mu sigma carré. Ok, c'est ça. Donc ce qu'il dit, c'est que en fait, on pouvait faire sortir le mu et puis diviser par sigma. Donc on aurait 1 sur sigma fois t, d'accord, somme de t allant de 1 à grand T, ZT, moins mu, moins mu, ça non, converge vers 0,1. C'est ça non? C'est ça ce que tu dis? oui, c'est ça exactement. Oui. Ouais, on peut le faire sans problème. D'accord. Mhm. Ok, merci. Sauf que quand tu vas calculer, tu vas voir que ça va revenir un peu... sans, sans je vois, je vais vérifier d'abord. Ouais, si on fait sortir le mu, t divisé par t, ouais, c'est ça, c'est parfait. C'est ça, c'est juste. Donc c'est parfait, il n'y a pas de souci. D'accord. Mhm. Attends. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui manque, non? Dans ce... Quand on a fait sortir le sigma, non, moi c'était... Non, je pense que c'est T sigma, hein, mais c'est 1 sur T, ici. Voilà. Je pense que... C'était le T dans le dénominateur. Le Quand on avait dénominateur, calculé la c'est ça. variance de la somme ci, là, qu'est-ce qu'on avait trouvé? C'était sur T, non? C'était ça? Je ne me rappelle plus vraiment. C'était 1 sur T carré. Ouais, 1 sur T carré fois T fois sigma. Donc, les T se simplifiaient. Donc, il y avait un T. Oui, c'est D'accord? ça, un T, oui. Donc, si on le fait, donc il doit avoir Sortira sous racine de T. racine de T ici, non? On doit diviser par la racine de tout ça. OK? Donc, vu qu'on doit diviser par la racine de tout ça, donc la racine de tout ça, c'est quoi déjà? Ça va faire sigma sur racine de T. C'est ça, non? C'est d'accord? Oui, Donc ici, on doit mettre plutôt sigma sur racine de T. Voilà. Bon, excusez-moi d'abord. Je vais effacer ça. Et puis, je vais mettre ça. Sigma sur racine de T. Voilà. Ce qui fait que ça donne finalement 1 sur sigma racine de T. OK. Fois la somme. Donc, je vais l'écrire proprement encore. Somme des ZT moins mu divisé par sigma racine de T converge vers la normale 0,1. Alors, c'est ça. OK? Donc, c'est ce que Bilal dit. D'accord? Et c'est totalement vrai. Attendez, je vais vous montrer sur Google. Vous allez voir donc la version Google donc, de le théorème central limite. Pour comprendre. Vous voyez ça? Je ne sais pas si vous voyez avec moi. Ça. oui.
Donc, il dit somme des I moins N mu. Bon, bientôt, il a développé, sinon il pouvait mettre ça dedans. Donc, divisé par sigma racine de N converge vers la normale 0,1. Donc, c'est un peu donc, ce qu'on a fait. Donc, la somme, moins, on peut mettre la parenthèse, donc en enlevant le N. Ça. Donc, ça, c'est dans les cadres où vraiment la variance est vraiment un réel. OK? Donc, on peut faire ça comme ça et arriver ici. Mais quand ce n'est pas donc un nombre réel, on vous donne ça de manière générale pour dire que, ça donne cette forme-là. On laisse ça ici. Maintenant, si c'est un réel, on le ramène. Donc, vous voyez. Donc là, on a la somme des zt moins mu divisé par racine de t. Si celui-ci est un réel, on le ramène en bas. Donc, ça va faire racine de sigma. Donc, sigma carré, donc sigma. Donc, c'est ça. Votre question est totalement juste. OK. Alors, le troisième théorème, c'est le théorème de Slotsky. Voilà, c'est un fameux théorème qui nous permet de faire les choses que nous faisons sans se soucier. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui vient démontrer en réalité que, en fait, si vous faites de l'addition, c'est-à-dire qu'il vient avec un théorème en disant que dans la base 10, 1 plus 1, en fait, ça donne 2. Ben, écoutez, tout le monde va commencer à dire, ben non, ben ça donne 2. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a toujours fait. 1 plus 1 donne 2. Ben, il dit non, en fait, ce n'est pas évident. 1 plus 1 ne donne pas toujours 2 parce que 1 plus 1, ça peut donner 0, tout dépendamment de la base dans laquelle on se trouve. Donc, dans la base binaire, dans la base 2, où il n'y a que 0 et 1, 1 plus 1, en fait, c'est 0. Ce qui fait que 1 plus 1 égale à 2 pour un mathématicien, ça ne saute pas à l'œil comme ça. Il va te dire, OK, tu es dans quelle base? Surtout quand on est dans les cours d'algèbre canonique. Donc, le théorème de Slotsky aussi vient un peu comme ça. Si vous ne faites pas attention, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a fait de spécial, en fait, dans le fond? Parce que, vous voyez ce qu'il dit? Il dit que si vous avez une variable qui converge vers une variable et qu'une autre aussi converge vers l'autre, si vous multipliez les deux, le produit des deux va converger vers le produit des deux aussi. Bon. Et que si vous additionnez les deux, la somme des deux va converger vers la somme. Si vous divisez les deux, la division va converger vers la division. Bon, écoutez, même si on ne vous l'a pas enseigné, c'est ce que vous allez faire. Sauf que ce n'est pas une évidence qui saute à l'œil. C'est Slotsky qui nous permet de le faire. Okay? Donc, il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau. Slotsky vient dire en fait que toute combinaison donc, de variables, donc une combinaison, donc c'est-à-dire à partir d'une fonction qui est continue, vous voyez le produit donc, de deux variables est une fonction qui est continue en fait. Donc, on peut toujours appliquer. On fait les manipulations qu'on veut. Tant que c'est continu, dans le cadre de ce cours-là, ça sera toujours continu. Ce ne sera pas des fonctions, par exemple, partie entière, des fonctions qui sont des fonctions en escalier. Non, ce sera toujours des fonctions continues, donc vous n'aurez pas à vous soucier. Il suffit juste de l'évoquer pour dire, avec Slotsky, je peux faire mon opération. Par Slotsky, je peux faire mon opération. Par Slotsky, je peux faire ça. Et vous allez voir que c'est ce qu'on va faire durant tout le reste, donc au niveau de l'analyse asymptotique. À chaque fois qu'on veut dire, OK, telle chose converge vers ça, telle chose aussi converge vers ça, alors le produit des deux va converger vers alors le produit des deux aussi par Slotsky. C'est ça qu'on va faire. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Donc Slotsky, voici ce qui nous permet alors. Vous voyez? Et il disait que si vous voyez AT qui converge vers A et que BT converge vers une loi normale, alors AT fois BT va converger vers donc A fois cette loi normale qui va donner donc, le A va rentrer maintenant, ça va donner A sigma A prime, donc comme la variance donc, de cette nouvelle loi. OK. Donc on nous donne plusieurs exemples aussi. Et
C'est ça. Donc, ce que je disais un peu à Francis tantôt, c'est que, vous voyez ici, c'est sigma moins demi. Et puis BT, ça converge vers N0 sigma. Alors, quand vous multipliez les deux, AT fois BT, c'est que ça fait sigma moins demi fois N0 sigma. Alors, ce sigma moins demi, quand il va rentrer, c'est lui qui va faire que finalement, ça va faire un I. Voilà, donc, il faut le multiplier par exposant moins demi pour pouvoir s'assurer que ce qui est à l'intérieur va donner l'identité. Donc, cela, ce qui nous permet de faire beaucoup de choses qui ne sont pas difficiles, des choses qu'on aurait pu faire sans Slotsky. Alors, donc, l'analyse asymptotique, on va essayer de regarder. Est-ce qu'il y a des questions d'abord? Je ne vais pas vous présenter tous les calculs. Je vais aller vraiment straight. Il y a beaucoup de choses que vous savez déjà faire. Par exemple, remplacer le YT par cette expression développée pour trouver bêta chapeau égal à bêta plus quelque chose. Donc, c'est des choses que on va aller vraiment strict là-dedans. OK? Et je vais juste montrer ce qui est nouveau ici. OK? J'ai vu les TP. Bon, vous les avez quand même bien fait. J'espère que l'intra aussi, c'est comme ça que vous avez fait. Donc, je pense que vous comprenez quand même pas mal de choses. C'est parfait. Donc ici. Monsieur, excuse-moi. Ouais. Juste revenir à la matrice de moins 1,5. Quand sigma moins 1,5 fois sigma moins 1,5 transposé, parce qu'on doit comme respecter l'ordre de multiplier des matrices. Comment sigma moins 1,5 fois sigma moins 1,5 transposé, ça pourrait comme combiner pour que ça devienne comme sigma moins 1? Non. Ce que vous faites, c'est que ça va faire sigma moins un demi ici, puis sigma fois sigma moins un demi prime. Sauf qu'en fait, sigma, en fait, c'est une matrice qui est symétrique. Comme elle est symétrique, sa transposée est égale à elle-même. OK? Oui. Ce qui fait que ça fait sigma moins un demi fois sigma moins un demi. Donc, peu importe l'ordre de multiplication que vous allez faire, ça fois ça, sigma moins un demi fois sigma, ça va vous donner sigma demi. Donc, sigma demi fois sigma moins un demi, ça va faire I. Ok, peu importe. Ok, c'est bon, je vais voir ça. Oui, c'est bon, parfait. Ok. Super. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, donc ici, on a notre bêta chapeau qui est habituel. On va alors, bon, donc il y a toujours les hypothèses. Hein. Ce qu'on ajoute ici, c'est cette matrice Q, X, qui est l'espérance donc de XT prime. D'accord? Le reste, vous le connaissez déjà. Alors, je disais que cette opération, vous le connaissez, vous savez le faire, vous remplacez YT, vous développez et vous tombez sur... On vous entend mal présentement. Wow. Désolé, on dirait que la connexion est un peu... La connexion Bonjour. On dirait que je vous avais laissé, hein? Non, on vous entend bien maintenant, mais avant, on n'entendait rien. J'étais même éjecté, j'étais parti. OK, voilà. Donc, je pense que ça... je vais partager à nouveau. Voilà. Donc, je disais que ces calculs, vous savez le faire, où on avait bêta chapeau égal, tout ça, et on remplace YT par son expression, on développe jusqu'à retrouver cette valeur-là. Bêta chapeau moins bêta égale à x' fois x moins 1 fois x' epsilon. Okay? Cette expression, vous le connaissez déjà. Est-ce que je me trompe? Non, c'est beau. C'est ça. Donc ici, c'est vraiment comme d'habitude qu'on le fait. Donc c'est à partir de ce niveau-là que les choses vont se passer. Donc premièrement, si on veut voir que bêta chapeau converge vers bêta, donc c'est-à-dire qu'on veut voir si tout ceci converge vers 0.
Alors, on va utiliser le théorème central limite, la loi des grands nombres, parce que ici, souvenez-vous, la loi des grands nombres, c'est une convergence en probabilité. Alors que le théorème central limite, c'est une convergence en loi. C'est-à-dire qu'on trouve la loi asymptotique. Alors que la loi des grands nombres donne une convergence qui n'est pas au niveau donc de la loi, c'est une convergence simplement. Donc, quand vous voulez montrer la convergence de bêta chapeau, pensez à la loi des grands nombres. Quand vous voulez trouver la loi asymptotique de bêta chapeau, pensez au théorème central limite. Bien entendu, vous allez utiliser dans les deux cas de le Slotsky. Okay? Slotsky va vous permettre donc de pouvoir multiplier les choses parce que chacun des deux éléments ici va converger vers des éléments. Donc, Slotsky va vous permettre donc de pouvoir multiplier et dire que ça ne change pas. Donc, pour ce qui concerne la convergence de bêta chapeau vers bêta, c'est la loi des grands nombres qu'on utilise. Pour ce qui concerne la loi asymptotique de bêta chapeau, c'est le théorème central limite qu'on utilise. Et dans les deux cas, on fait appel à Slotsky. OK? Notez ça comme ça. C'est vraiment ça. Donc, une fois que vous avez ça, si on demande en fait la convergence de bêta chapeau, ce qu'il faut penser, il faut penser à la loi des grands nombres. Donc, la loi des grands nombres nous dit que 1 sur t, donc la moyenne de ça, parce que ça, c'est une somme de xt epsilon t. Donc, si on met 1 sur t ici, ça va faire apparaître donc la moyenne. Donc, on va aller chercher à faire apparaître 1 sur t ici et à le faire pareillement ici. Eh bien, heureusement qu'il y a moins 1 là. Ce moins 1 qui est ici fait en sorte que si vous mettez 1 sur t ici et 1 sur t ici, ben les deux vont se simplifier. Qu'est-ce que je dis? Je dis que si vous faites 1 sur t fois quelque chose, je veux dire qu'il s'appelle A, moins 1 fois 1 sur t fois quelque chose, je l'appelle B. Ça va faire 1 sur t, excusez-moi, moins 1, vous savez, ça va faire t fois A, exposant moins 1, fois 1 sur t fois B. Donc, ce qui fait que le t fois 1 sur t, en fait, ils vont se simplifier. Donc, c'est comme si c'est A moins 1 fois B encore. Donc, ce truc donne toujours A moins 1 fois B. Donc, on peut insérer le 1 sur t ici sans modifier l'analyse. OK? Parfait. Donc, ce qui va se passer, qu'on va le faire. Donc, on va mettre... Oups. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre 1 sur t là, 1 sur t ici. OK? Et donc, on aura bêta chapeau moins bêta égale à ça. Donc, 1 sur t ici, 1 sur t ici. Et ça, qu'est-ce qu'on sait? D'après la loi des grands nombres, bon, oublions tous ces calculs qui sont intermédiaires ici. Ça importe peu. On va... Voilà. Donc, d'après la loi des grands nombres, 1 sur t, somme de xt epsilon t, converge vers l'espérance de xt epsilon t. Ça, on est d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? La moyenne converge vers l'espérance. Donc, la moyenne de... Donc, la variable ici, le zt, c'est xt fois epsilon t. Donc, ça va converger vers l'espérance de zt. Le zt, c'est xt fois epsilon t. Or, l'espérance de xt fois epsilon t, vous savez calculer ça, vous savez que ça va donner 0. OK? De même aussi, 1 sur t, xt fois xt' va converger vers l'espérance de xt fois xt'. Et ça, par hypothèse, on avait dit que c'est qxx. OK? Donc, finalement, quand vous allez prendre l'inverse de ça,
moins 1, ça va converger vers QXX moins 1. Donc, d'après Slotsky. Parce que quand vous prenez moins 1, la fonction, ça va converger aussi vers moins 1. Et donc, d'après Slotsky encore, vous pouvez multiplier maintenant ça et ça. Vous voyez, ça et ça, vous pouvez les multiplier et ça va converger vers celui-là fois ça. Or, celui-là, c'est 0 fois ça. Ça va faire 0. Donc, qu'est-ce que je dis dans tout ça? Je suis en train de dire que votre bêta chapeau moins bêta, qui est donné par votre bêta chapeau moins bêta qui est donné par ça. Donc, on a montré que cet élément, donc on a fait apparaître 1 sur t ici, 1 sur t ici. On a montré que cet élément, d'après la loi des grands nombres, converge vers l'espérance de epsilon t xt qui est 0. Et on a montré que d'après la loi des grands nombres, 1 sur t, ça converge vers qxx. Donc, moins 1, d'après Slotsky, va converger vers qx moins 1. Donc, d'après Slotsky encore, qx moins 1 fois 0. Donc, bêta chapeau moins bêta va converger vers 0. Du coup, bêta chapeau converge vers bêta. C'est ça. Donc, c'est ça la conclusion qui va être sortie. Donc, vous aurez vraiment ça. On a là, ça, bêta chapeau moins bêta est donné par, ça converge vers qx moins 1 fois celui-ci aussi qui converge vers 0. Okay? Celui-ci converge vers 0 d'après la loi normale, la loi des grands nombres, pardon. Et celui-ci converge vers qx moins 1 d'après la loi des grands nombres. Et donc, par Slotsky et tout. Donc, le produit, ça va donner 0. Du coup, finalement, on a bêta chapeau moins bêta qui converge vers 0. Donc, bêta chapeau converge vers bêta. Je pense que c'est ce que vous avez vu dans le cours. N'est-ce pas? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, le théorème central limite, comment vous l'avez appliqué? Non, ici, on n'a pas utilisé le théorème central limite parce qu'il s'agit de la convergence de bêta chapeau. Plutôt la loi des grands nombres pour le xt. C'est ça. Xt'. Donc, ici... Parce qu'on a supposé que qxx, c'est l'espérance. Oui, parce que ça ici, le zt, ici, c'est xt fois xt'. Donc, la somme des zt, donc la moyenne empirique des zt va converger vers l'espérance donc de zt. Or, l'espérance de xt', dans les hypothèses, on avait dit que c'est qxx. Donc, tout ceci converge vers qxx d'après la loi des grands nombres. OK. De même que ce monsieur aussi converge vers l'espérance de xt epsilon t. Et ça, on sait comment calculer par les espérances itérées, montrer que l'espérance de xt epsilon t égale à 0. OK? Oui. Et, finalement, on aura 0 fois ça, donc ça donne 0. Donc, ça, si vous gardez cette méthode dans la tête, vous allez répondre aux questions du TP sans trop vous éparpiller, sans trop vous soucier. Je vous conseille de le faire dans la semaine même. Ça vous fait gagner du temps parce que ce sera pour bientôt. Et ça, vous avez encore les idées fraîches, donc c'est mieux de le faire maintenant. Donc, bêta chapeau converge alors vers bêta. Alors, on va montrer maintenant la loi de bêta chapeau. Donc, c'est là qu'on va utiliser le théorème central limite. Alors, cette expression, on l'avait déjà. On avait déjà montré qu'on pouvait faire apparaître le 1 sur t ici, le 1 sur t ici. Mais, toujours est-il que vous ne pouvez pas utiliser la loi, le théorème central limite avec 1 sur t. Pour utiliser le théorème central limite, il faut racine de t. Donc, ce qu'on va faire, on va multiplier cette expression par racine de t. C'est là que vous voyez que on fait apparaître la racine de t ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand il va multiplier ça, il va rester 1 sur racine de t là. Alors, on applique le théorème central limite sur ça. Parce que de toute façon, ça ne suit pas une loi. Celui-ci, c'est votre variable exogène. On sait que quand t devient grand, lui, il va converger vers l'espérance de xt prime, qui est qxx. Donc, on a déjà son cas qui est résolu. Mais ce monsieur,
sur une loi. C'est epsilon t, c'est lui qui génère la loi donc, dans le modèle. Alors, on va se baser sur lui pour lui appliquer le théorème central limite en disant que la moyenne de xt epsilon t va converger vers une loi normale, okay, de moyenne, l'espérance de ça, alors, qui va donner 0, l'espérance de ça donne 0, et la variance serait donc la variance de xt epsilon t. Donc, on va aller calculer cette variance-là d'abord. Et on va appliquer le théorème central limite sur ça aussi. Okay? Donc, ce que je dis, on va y aller étape par étape. Donc, on considère vraiment ce monsieur qui est à droite, ou bien cette dame qui est à droite, 1 sur racine de t, somme des xt epsilon t. On va lui appliquer le théorème central limite. Bien entendu, son espérance est nulle. Okay? On sait le faire, espérance itérée. Donc, 1 sur racine de t, somme des xt epsilon t, okay? D'après le théorème central limite, vu que l'espérance est nulle, va converger vers une loi normale 0, covariance donc de xt epsilon t. Voilà, donc tout le calcul se repose maintenant sur c'est quoi cette covariance-là, ce sigma, c'est qui? Donc c'est ça, on va aller chercher ce sigma, on va aller le calculer. Donc c'est juste ça qui est le problème, mais je sais que vous savez déjà faire ça, parce que la formule de la covariance, donc matrice de variance-covariance entre xt epsilon t, bon, c'est pas virgule, hein, c'est xt fois epsilon t. Vous voyez, voilà, ça c'est xt epsilon t, matrice de variance-covariance. Donc la variance, bien entendu, ça va faire donc l'espérance de xt epsilon t moins son espérance multiplié par xt epsilon t moins son espérance prime. C'est la formule générique. OK? Mais comme leur espérance est nulle, donc on aura xt epsilon t fois xt epsilon t prime. Et on sait que quand on met la transposée, ça va faire epsilon t fois epsilon t prime au milieu. Vous savez déjà ça. Donc ça va se faire epsilon t carré. Comme lui, c'est un réel, il va sortir pour se mettre à gauche. Il va vous rester xt prime. Et ça maintenant, bon, il y a plusieurs moyens de pouvoir faire sortir ce epsilon t. Mais soit on se base sur le fait que epsilon t et ces messieurs sont indépendants. Donc, on peut sortir les espérances, ou soit on utilise la formule des espérances itérées. Okay, bon, ici, c'est l'indépendance qu'on a utilisée. Si vous utilisez espérance itérée, donc l'espérance de tout ceci, ça sera xt. Donc, les epsilon vont sortir pour se mettre à dehors, et puis eux, ils vont rester donc dans l'espérance. Donc, ça, c'est pas un problème là-dessus, vous connaissez. Ou bien, on utilise l'hypothèse de base qui disait que epsilon t et xt sont indépendants. Donc, si deux variables sont indépendantes, l'espérance de leur produit, ça fait le produit des espérances. Ça aussi, on le sait. Donc, vous pouvez scinder comme ça en deux. Et ça, vous savez que c'est la variance de epsilon t. Donc, ça donne sigma carré. Et ça, vous savez que c'est qxx. Donc, ça fait sigma carré qxx. Donc, finalement, la loi de ce bonhomme, ou cette belle dame, c'est la loi normale 0, sigma carré qxx. Alors, on va maintenant utiliser Slotsky. On savait que, bon, je monte en haut, on va monter en haut. On savait que racine de t, bêta chapeau moins bêta égale à ça, fois ça. Donc, on vient de montrer que celui-ci converge en loi vers une loi normale. Donc, ça tend vers une loi normale, 0, sigma carré qxx, alors que celui-ci, exposant moins 1, converge vers qxx moins 1. Donc, d'après Slotsky, on peut multiplier ça fois ça. Donc, ça fois ça aussi va converger vers qxx moins 1 fois la loi normale 0 q sigma carré qx. OK? Donc, tout ce que j'ai dit là, on va le voir en bas. Donc, c'est ça. Donc, racine de t, bêta chapeau moins bêta va converger alors vers qxx moins 1 fois la loi normale 0
sigma carré QXX. Alors, celui-ci va rentrer, donc il va rester à gauche et puis à droite, et parce qu'il est symétrique, donc son prime serait toujours lui-même. Donc, finalement, vous aurez alors, il y a un qui va partir, il va rester sigma carré QX moins 1. Donc, finalement, vous aurez racine de t, bêta chapeau moins bêta, converge vers une loi normale, 0, sigma carré QXX moins 1. Donc, la loi asymptotique, non, la variance asymptotique de bêta chapeau est encore sigma carré QXX. OK? Pardon, Moins 1. Oui? je suis perdu dans le... Est-ce que vous pouvez monter un peu en haut? Oui, on monte toujours en haut. Euh, un petit peu aussi. Lorsque vous avez appliqué la loi des grands nombres, OK. J'ai appliqué la loi des grands nombres pour ce monsieur d'abord. le premier qui est 1 sur t, le xt prime moins 1, il converge vers qxx moins 1. Oui. Mais d'après la loi des grands nombres, il ne faut pas d'abord appliquer le moins 1. D'après la loi des grands nombres, ce qui est dans la parenthèse converge vers l'espérance de xt prime. D'accord. Qui est QXX. Pas défini. D'accord. Donc, en prenant moins 1, donc par Slotsky, donc son moins 1 aussi va converger vers QXX moins 1. Ça, c'est la première chose. Merci beaucoup. Merci. La deuxième, maintenant, converge vers la normale, donc le produit par Slotsky va converger alors vers donc, ce produit-là, QXX moins 1 fois cette loi normale. Donc, celui-ci va rentrer, et donc ça va donner ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes arrivé ici, vous êtes arrivé jusqu'ici dans le cours? Oui, On a fait ça. aussi l'espérance Ouais. asymptotique. L'espérance asymptotique. Ouais. Donc, vous avez dépassé ça, alors? Oui, oui, on a dépassé ça. Oui, on s'est Les arrêté hypothèses à nulles. la statistique de Wild. OK, OK. Donc, vous avez fait alors aussi les tests d'hypothèse et tout. Voilà, donc, pour dire que c'est ce qui est le plus important, une fois qu'on connaît donc la variance, une fois qu'on connaît la loi, une fois qu'on connaît cette expression, on réplique les mêmes choses qu'on avait fait précédemment, donc les tests d'hypothèse, donc de manière asymptotique. Donc, c'est pas sûr aussi, vous aurez donc les lois de Ki2, lorsque sigma est connu, lorsqu'il n'est pas connu, donc ça va sur un ficheur. Donc, ça va suivre les mêmes processus. Donc, ce qui est nouveau ici, c'est d'arriver à trouver la loi asymptotique. Ce n'est plus la loi de bêta chapeau qu'on trouve, mais la loi asymptotique. Donc, vous voyez, c'est la seule différence. Donc, vous allez refaire le même travail. OK? Donc, j'espère vous avoir donné les outils pour fixer les choses, ne pas traîner beaucoup d'informations dans la tête, avoir juste à l'idée que, OK, il y a la loi des grands nombres, parce qu'on est dans un contexte où le nombre d'observations est assez grand ou bien l'échantillon est assez grand. Donc, on peut approximer maintenant la moyenne par l'espérance et que la moyenne aussi va toujours suivre une loi normale. Et donc, ces deux principes combinés avec le théorème de Slotsky va nous permettre de trouver, premièrement, que bêta chapeau converge vers bêta et que deuxièmement, la loi asymptotique de bêta chapeau aussi est une loi normale. OK? Et on peut toujours faire le même travail. Donc, comme je vous disais avant, dans un cadre asymptotique, vous voyez, on n'avait pas besoin ici, voilà, c'est bien pour moi de vous rappeler ça. On n'avait pas besoin ici de faire l'hypothèse que epsilon t suit une loi normale. Vous avez remarqué?
Vous avez remarqué qu'on n'a pas fait l'hypothèse de la normalité des erreurs. On n'a pas utilisé. Si vous voulez, vous, dans le cadre statique, on avait fait l'hypothèse de la normalité des erreurs. Et pour trouver la loi de bêta chapeau, vous partez donc de la loi de epsilon pour trouver la loi de bêta chapeau. Parce que epsilon suit une loi normale, alors bêta chapeau aussi suivait une loi normale. Mais dans ce cas précis, bêta chapeau, epsilon t, on n'a pas dit qu'elle suit une loi normale, mais par le simple fait que le théorème central limite nous garantit que ce bonhomme va suivre une loi normale, peu importe la loi que suit epsilon t, ben, c'est un grand avantage pour nous parce que ça nous permet de pouvoir avoir la loi de bêta chapeau qui suit une loi normale sans que epsilon suive une loi normale. Donc, dans un cadre asymptotique, comme je vous le disais précédemment quand on faisait le test post-estimation, et on avait montré que epsilon t ne suivait pas une loi normale, et je disais que quand vous avez un échantillon assez petit, c'est un grand danger pour vous parce que vous ne pouvez pas conclure sur vos tests, vous ne pouvez pas conclure sur la significativité de bêta chapeau parce que vous utilisez des lois de Stevens partant sur le fait que bêta chapeau suit une loi normale, c'est-à-dire que epsilon suivait une loi normale. Par contre, maintenant, quand on est dans un cadre asymptotique, même si epsilon t ne suit pas une loi normale, votre bêta chapeau va toujours suivre une loi normale parce que il y a d'autres propriétés qui nous permettent de la voir. OK? Monsieur, excusez-moi, ici, on a comme la statistique racine de t fois bêta chapeau moins bêta suivent la loi normale. Ouais. Mais comment on peut dire que bêta chapeau suit aussi la loi normale? Ben, c'est comme, par exemple, la loi qu'on suit est une caractéristique. Alors, quand on multiplie par un coefficient, ça ne changera pas la loi. OK? La loi qu'on suit est une caractéristique. C'est-à-dire que, je ne sais pas, Ou est-ce qu'on peut comme euh, mettre la racine de t dans la loi normale oui, à non, là, droite et puis là, aussi non, mettre bêta, non? non, non, on ne peut pas faire ça parce que c'est asymptotique. Là, c'est t va tendre vers l'infini. Ici, vous voyez, t tend vers l'infini. Donc, si vous le faites, ça va, votre t n'apparaît plus, ne peut pas apparaître ici, comme je le disais précédemment. Mais là, on n'est pas en train de dire que la loi de bêta chapeau, c'est 0, sigma carré x moins 1, mais on sait que la loi asymptotique de racine de t fois bêta chapeau, donc il y a une racine de t qui apparaît là, suit une loi normale, tant. Okay. C'est clair que bêta chapeau aussi va suivre une loi normale, mais c'est quoi sa variance? On ne le sait pas. Okay? Mais on peut la voir de manière asymptotique avec un racine de t à côté. OK? Regardez un peu. Regardez un peu la manière dont les arbres croissent. La croissance des arbres est différente donc, de la croissance des êtres humains, comme la croissance donc, des poulets. Et cette manière de procéder est propre, c'est-à-dire que la croissance des humains est propre. Maintenant, ce coefficient ne change pas le processus, OK? Parce que c'est le processus, en fait, qu'on voit. La loi, c'est voir, OK, c'est quel processus le bêta chapeau suit. On sait qu'il suit une loi normale, mais avec un coefficient près, OK? C'est caractéristique avec un coefficient près. Mais même s'il y a ce coefficient à côté, ça ne change pas la loi, OK? OK? Oui, et est-ce que le bêta, on peut mettre dans la loi normale à côté, à droite ou pas, ou non plus aussi, on doit rappeler Non, toujours la statistique comme ça? on va faire comme ça. Après tout, ça ne me dérange pas, OK? Mais vous pouvez le faire dans votre tête, mais ne l'écrivez pas. C'est-à-dire dans votre imagination, vous pouvez l'imaginer, mais ne l'écrivez pas parce que mathématiquement, ce n'est pas correct. Je sais que... Ouais. Et finalement, est-ce qu'on va trouver la loi du bêta chapeau avec comme
une moyenne, peut-être ce sera moyenne 0 et puis une variance, je ne sais pas, c'est ça, mais comme finalement, Non, dans les séances prochaines, est-ce qu'on va trouver comme la loi non, non, non. de chapeau? Non, c'est ça qu'on a trouvé. Et ce qui est avec les mathématiques, c'est que parfois aussi, il faut que ça soit utilisable, comme je le disais tantôt. Et il faut que ça ait premièrement un sens, il faut que ça soit utilisable. Le but qu'on fait tout ça, c'est de pouvoir arriver au test. OK? Donc, le test de Wald que vous avez fait, je ne l'ai pas ici. C'est juste dire que, OK, ça suit une loi normale, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais le multiplier par sa transposée. Donc, ça va faire T, bêta chapeau, moins bêta fois bêta chapeau, moins bêta prime. OK? Qui va suivre un qui de. OK? Donc, ça nous permet de pouvoir faire le test de significativité donc sur bêta chapeau sans pour autant avoir une expression explicite, claire, parce que là, on a quand même l'expression de la loi. Okay? On sait quelle loi bêta chapeau va suivre, mais pas de manière pointue, exacte. On n'en avait pas besoin. OK? Mais on sait que de manière asymptotique, racine de t, facteur de bêta chapeau moins bêta sur une loi normale, OK? Donc, on connaît les valeurs, c'est déjà bien. On ne veut pas de manière exacte. OK? Ce n'est pas la loi exacte qu'on veut dans ce cas. D'accord? Et les questions qu'on va vous poser, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça que vous allez l'exprimer. OK? Oui, c'est bon, merci, monsieur. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? OK. Alors, pour pouvoir permettre de pouvoir faire le TP2, je pense qu'il doit avoir le truc sur la vraisemblance. Je vais voir le cours de demain. Quand il va envoyer le lien, je vais essayer de consulter aussi le cours sur YouTube pour On n'a voir. pas vu la vraisemblance dans ce cours-ci. Vous n'avez pas encore vu, non? Non. Dans d'autres cours, oui, mais pas dans ce cours-ci. Oui, il va vous faire ça. Il va vous faire ça. Je voulais savoir. Je vais regarder le cours pour voir s'il va le faire demain. Et puis, on va se pencher encore là-dessus un peu. J'essaie de vous donner les éléments quand même qui vont vous permettre de faire le TP le plus tôt possible parce que quand les examens approchent, ce qu'il y a, c'est que faire les TP, parfois, bon, on est surchargé. Donc, j'essaie de vous donner les éléments d'avance pour vous dégager. Et puis après, peut-être la troisième semaine, on va faire un peu de MATLAB. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a... Oui? Monsieur, est-ce que vous pouvez aller à la statistique World? Non, je ne l'ai pas ici. Vous n'avez pas ici? Non. Ouais. Ok, donc sinon je vais voir avec Monsieur Douglas demain. Oui, c'est quoi? Vous pouvez poser la question? Parce que lui, là, quand il a multiplié la matrice de Z prime fois ZT, il a comme une ligne, il a mis T fois R, bêta chapeau moins R transpose, après multiplié par tout le reste, suivre la loi Kister, Ouais. au puits de ré de liberté. Mais Ouais. après, en bas, quand on obtient la statistique 1, il a dit que WT est égal T fois R, bêta chapeau moins R, mais il a mis l'inverse au lieu de transpose. Je pense que peut-être il a juste fait une petite erreur. Ouais. C'est la transposée. Ouais, c'est ça, donc c'est ça que je pense qu'il a une petite erreur, mais sinon, ça devrait paraître comme analyste Tout à fait. exact, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ok, c'est bon, parfait, merci. OK, bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite quand même bon cours de demain, bonne semaine, et puis on se retrouve lundi prochain. N'hésitez pas, si vous avez des questions, écrivez-moi. Je vais vous répondre. Monsieur, vous allez nous envoyer aussi le lien de vidéo aujourd'hui, s'il vous plaît? Ouais. Ouais, je vais essayer de l'envoyer aujourd'hui, en tout cas au plus grand tard demain matin. OK. Donc,
Bon, bye bye. Merci, monsieur. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.